Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien d'Aveyron Attractivité Tourisme. Lassé du stress et de la grisaille parisienne, et si vous preniez enfin le temps de vivre et de profiter des choses simples de la vie dans le sud? Alors pourquoi ne pas vivre et travailler en Aveyron? Dans le dernier épisode d'Oser la reconversion, nous avons reçu Cédric qui nous a raconté son changement de vie complet. Il a troqué son job de consultant en informatique pour devenir torréfacteur de fèves de cacao en même temps qu'il a déménagé de Genève à l'Aveyron. Dans le sud-ouest de la France, à 2 pas de Montpellier et Toulouse, l'Aveyron est un véritable havre de paix très verdoyant. Nature omniprésence, calme, sérénité, retour aux choses simples de la vie, villes et villages médiévaux de caractère, produits du terroir gourmand made in Aveyron, nombreuses activités de pleine nature. L'Aveyron et ses richesses vous tendent les bras. Avec son service dédié, Aveyron Attractivité Tourisme vous accompagne pour faciliter votre installation pro. Mise en relation avec des entreprises qui recrutent pour vous et votre conjoint, avec des accompagnateurs à la création d'entreprises ou offres de reprise si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, et également votre installation perso, logement, école pour enfants. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Aveyron sur www.vien-vivre-en-aveyron.fr Aveyron. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Beverly Sonego. Après avoir été chanteuse et finaliste dans la Nouvelle Star, Beverly a fondé Monogram, un dépôt-vente spécialisé dans la seconde main dans le luxe. Monogram, c'est un concept store à Paris dans le 6e, plus de 9 millions de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 40 employés. Passionnée par le chant et la jazz depuis toute petite, Beverly passe le bac dans un lycée spécialisé dans les arts du spectacle. À 19 ans à peine, elle passe le casting de la Nouvelle Star. Elle termine dans les finalistes et finit 7e de l'émission. André Manoukian et Benjamin Biolay lui écrivent des chansons, mais elle ne parvient pas à trouver de maison de disques qui accepte de produire son album. Elle décide alors de tout arrêter car elle veut gagner sa vie. À 21 ans, un peu par hasard, elle commence à récupérer des sacs de luxe de sa famille et à les vendre sur eBay et Le Bon Coin. Quelques années plus tard, elle crée sa société Bylux et son premier showroom pour accueillir ses clients. 10 ans plus tard et plusieurs showrooms de plus en plus grands, Bylux devient Monogram. Le concept store Monogram a ouvert en décembre 2022 à Paris avec une boutique, un salon, un atelier de rénovation, des produits de beauté éco-responsables, de la déco et un service d'authentification des produits de luxe. Alors avec Beverly, on a évoqué la Nouvelle Star, combien il est difficile de vivre de la chanson, comment elle a lancé son entreprise de seconde main dans le luxe toute seule à 21 ans, le succès de Monogram, pourquoi elle a décidé un rebranding et comment allier vie de maman de 4 enfants et chef d'entreprise de plus de 40 employés. Vous allez voir, l'épisode est hyper inspirant, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Beverly. Bonjour Beverly, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Alors actuellement, depuis une grosse dizaine d'années, je suis la fondatrice d'une société de seconde main de luxe qui s'appelle Monogram. Alors, tu es passée par un métier tout autre avant et tout aussi, on va dire, créatif. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais au tout début? Bien sûr, du coup, il y a eu une vraie reconversion parce qu'effectivement, mon métier principal était d'être chanteuse. J'ai été destinée depuis mon plus jeune âge à faire une carrière artistique. En tout cas, j'avais une vraie volonté de m'épanouir à travers ces métiers-là. Ma passion principale était le chant, mais je faisais aussi beaucoup de danse et beaucoup de théâtre et mes parents m'ont vraiment poussée. Et voilà, après quelques années à travailler ma voix et à apprendre, je me suis inscrite à un casting très connu qui s'appelle La Nouvelle Star. En 2006, j'étais toute jeune, j'avais 19 ans et j'ai terminé dans les finalistes. Et donc, pendant quelques années, j'ai vécu de ma passion. Et alors, tu dis que tes parents, ils t'ont poussé parce qu'eux-mêmes faisaient de la musique? Mon père était passionné de jazz. Il ne chantait pas, il ne jouait pas particulièrement, mais j'ai baigné dans un milieu vraiment
euh, qui étaient vraiment drainés par la musique au quotidien. Et toi, du coup, c'est ce qui t'animait aussi ou t'as l'impression que t'as fait ça peut-être pour faire plaisir à ton papa? Comment ça s'est passé? Non, je pense que c'est une passion qui m'a transmise. C'était intrinsèque dès le plus jeune âge. J'ai à peine commencé à parler que je chantais aussi. J'ai commencé à fredonner des airs de jazz et des classiques de Aretha Franklin, de Ray Charles, plus tard de Diana Krall. Et vraiment, j'ai commencé à chanter très 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 jeune. Et cette culture jazz et standard a été ma motivation pendant quelques années. Et d'ailleurs, quand je me suis inscrite au casting de la Nouvelle Star, c'est purement en chantant des classiques de jazz et c'est pour ça que j'ai été repérée. Alors justement, j'ai essayé de trouver une vidéo de toi à la Nouvelle Star et j'ai eu un peu de mal à trouver. Est-ce qu'il y a encore des vidéos où on peut te voir chanter à la Nouvelle Star? Normalement, quand tu tapes Beverly Nouvelle Star saison 6 sur Google, tu trouves des choses. Moi, j'en ai trouvé récemment, mais c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'au bout d'un certain temps, Google clean. Et comme c'était il y a, je crois, au moins 15 ans, à mon avis, il y a un peu moins de matière. Mais je pense que mes parents doivent avoir gardé des enregistrements DVD. Et alors, comment ça s'est passé la Nouvelle Star? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Écoute, moi, quand j'ai été toute jeune, j'étais pas hyper scolaire. J'avais vraiment besoin de m'épanouir par mes passions. Et mes parents ont senti ça. Ils ont été très, très à l'écoute de ma personnalité. Et ils ont été à la recherche, du coup, quand j'étais en troisième, d'une école spécialisée qui pourrait m'aider à combiner l'art et le cursus scolaire classique. Et à l'époque, il y avait une école à Nation qui s'appelait l'école du spectacle, qui est un peu comme une école de fame, où en fait, on avait des horaires aménagés. Et j'arrivais le matin, donc c'était un parcours classique avec des horaires aménagés un petit peu en plus. J'arrivais le matin, j'avais 2 heures de barre au sol, j'avais des heures de classique, j'avais du chant, j'avais du théâtre, expression corporelle, danse africaine. Et donc on a mélangé, enfin cette école-là mélangeait vraiment tous les métiers artistiques avec le cursus classique, donc histoire, géo, anglais, français, maths, physique, chimie, SVT. C'est la Star Academy, mais pour de vrai. Ouais, pour de vrai. J'ai passé 3 ans là-bas. J'ai passé un bac littéraire, option théâtre et même option danse, où j'ai eu des super bonnes notes. Et voilà, l'école a fermé quelques années plus tard, mais moi, je me suis vraiment épanouie à travers ce cursus un peu particulier, un peu comme ceux qui font des études de sport, du sport-études. Ils vont aller vraiment travailler leur passion et pouvoir s'épanouir à travers ça. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Parce que donc ça a été ta première grosse expérience professionnelle, la Nouvelle Star, à la sortie de l'école? Alors, à la suite de ça, effectivement, je me sentais plus en confiance pour passer un casting. Toute jeune, j'ai 19 ans, je m'inscris à ce casting. Je me retrouve à 6 heures ou 7 heures du matin, je sais plus, dans la queue devant la maison de la radio. Je passe toutes les étapes. Et là, je me rends compte que vraiment, il y a une aventure qui se profile et qui se concrétise. Et je pense que ma différence, c'était d'être jeune et surtout de chanter des titres qui étaient un peu différents de ma génération. Ouais. Donc ça a vachement plu. En plus, dans le jury de l'époque, il y avait André Manoukian et Manu Katché, qui sont deux fans de jazz. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et donc j'ai terminé, après toutes les étapes de casting, parmi une dizaine de finalistes sur le Prime. Et au final, j'ai terminé 7e. Et c'était difficile parce que même si j'avais travaillé beaucoup de choses à l'école, notamment ma confiance en moi à travers l'expression corporelle, mes techniques de jazz, mes techniques de chant, euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La télé, c'est différent. On n'était pas uniquement sur un monde musical, on était sur un monde entertainment, télévisuel. Et là, pour le coup, c'était vraiment un monde que je maîtrisais pas. Et quand on a 19 ans se retrouver devant des millions de téléspectateurs avec des vingtaines de caméras, c'est quand même autre chose. Ça m'a beaucoup aidé et on y reviendra dans mon parcours aujourd'hui professionnel parce que je me suis épanouie à travers les réseaux sociaux. Je pense que ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis de créer aussi la boîte qui est aujourd'hui Monogramme à travers les réseaux sociaux. Mais le côté télévisuel, à l'époque, j'avais plus de mal. Donc je pense que ça fait partie aussi des choses pour lesquelles j'ai pas évolué réellement. Oui, tu dis qu'en fait, il y a une grosse différence entre la scène, voilà, avec un public et le chant à la télé, en fait. Totalement, totalement. C'est vraiment deux milieux complètement différents. Après, les télécrochets font que les deux sont en symbiose. Moi, j'ai eu du mal avec la télévision, mais après, c'est sûr que quand je me suis retrouvée à 20 ans, sortie de là, avec la possibilité de faire un album avec des géants comme André Manoukian ou Benjamin Biolay qui m'a écrit des titres, bah, je me suis dit, OK, que ça allait être ma carrière. Et finalement, pour vivre de sa carrière, de sa passion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et comme j'avais un vrai besoin d'entreprendre, un besoin de gagner ma vie, d'être autonome financièrement. Je voyais bien que la musique,
c'était quelque chose qui allait prendre beaucoup plus de temps et finalement qui m'éteignait au lieu de m'épanouir. Donc j'ai préféré partir de ce milieu-là pour, euh, pour mettre les deux pieds dans l'entrepreneuriat. En fait, t'as pas trop aimé le côté ouais, fame en fait, enfin le côté gloire un peu. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. La télé, ça te propulse au devant de la scène, mais une scène que tu maîtrises pas vraiment. Je pense que c'est un peu comme les influenceurs aujourd'hui. Ils ont connu des années extraordinaires. Finalement, la folie redescend. Ils se retrouvent un peu, c'est un peu anxiogène pour eux. Ils sont dépendants de ça. À un moment donné, c'est vrai qu'on a eu, nous, les gens des télécrochets. Moi, j'étais à l'époque de Christophe Willem. C'est une des années les plus regardées à la télévision. Je peux dire qu'on a eu une sacrée notoriété. Moi, je sortais dans la rue, on m'arrêtait, des interviews, des autographes, des foules qui pouvaient s'arrêter devant moi pour me prendre en photo. Donc, c'était un autre milieu que celui de la musique, tout simplement, qui est finalement un milieu très simple, où pour s'épanouir, pour évoluer et pour percer, il faut durer, il faut s'accrocher. C'est deux milieux vraiment aux antipodes. Comment ça s'est passé pour toi la première fois, par exemple, que tu as été reconnue dans la rue? Comment tu t'es sentie? Tu te poses pas beaucoup de questions, c'est hyper drôle, c'est hyper drôle. En fait, t'es dans un tourbillon. T'es d'abord dans un cocon. Je me souviens avoir lu des interviews de gens qui ont fait la Starac, Secret Story, des choses comme ça, où ils disaient, bah en fait, tu te rends pas compte parce que tu passes de un cocon où il y a des metteurs en scène, des chorégraphes, des directeurs de production, des tout ce que tu veux, et tu sors de là, bah t'es toujours un peu dans ce tourbillon-là parce que t'as les interviews, on parle de toi, donc en fait, c'est un tourbillon. Mais par contre, quand ça s'arrête sec. Donc c'était assez incroyable aussi. Heureusement que j'avais les pieds sur terre, une famille pour m'encadrer et que financièrement, je me suis très vite dit, je ne dois pas, alors moi, à la différence peut-être d'autres télécrochets, on n'a rien gagné à la Nouvelle Star ou quasiment rien. On n'avait pas le choix de rebondir et de se mettre à bosser. Mais il y a des gens qui se disent, waouh, j'ai fait de la télé, comment je fais? Je peux pas refaire n'importe quoi. Et en fait, si, faut se lancer. Et je pense que ça, c'est aussi une difficulté quand tu as été un peu au devant de la scène de te dire, je redeviens un peu monsieur ou madame tout le monde et je dois faire un métier pour manger aussi. Ouais. Parce que alors donc du coup tu disais que Benjamin Biolay, André Manoukian t'avaient écrit des chansons. Finalement tu les as enregistrées. Comment ça s'est passé? On a écrit un album, André Manoukian a écrit un album, paroles et musique, et les maisons de disques avaient du mal avec le côté auteur de André. Et un jour, dans un café dans le Marais, j'ai rencontré Benjamin Biolay, qui m'a reconnu, qui m'a dit, mais ton visage me parle. Je lui dis, bah, je venais de sortir de la Nouvelle Star. Je lui dis, ouais, je suis sortie de la Nouvelle Star il y a pas longtemps, je fais du jazz. Il m'a dit, ça y est, je me souviens. Et lui avait signé, peu de temps avant, des chansons pour Carla Bruni, des chansons pour Salvador. Et donc, du coup, il avait vachement aimé ma voix, mon timbre. Il m'avait dit, écoute, je prends mon numéro, j'aimerais bien pouvoir t'écrire des titres. Donc, je lui ai expliqué que André avait écrit paroles et musique et qu'on avait du mal à signer en maison de disque. Et du coup, il a refait des titres, 4-5 titres à l'époque, que j'ai enregistrés dans son studio. Et en sortant de là, on est retourné voir les maisons de disques. Et malheureusement, on n'a pas réussi à signer. Je pense que le côté un peu Nora Jones à la française, c'était pas assez bankable, c'était pas assez commercial et on n'a pas trouvé l'angle. Ah ouais, c'est horrible parce que du coup là tu sors, tu te dis bon j'ai fait la Nouvelle Star, je suis parmi les finalistes, j'ai deux personnes hyper connues qui m'appuient et là tu comprends pas pourquoi t'as pas la dernière étape quoi. Bah ouais, c'est ce qu'il faut se dire, c'est être. En fait, il y avait deux options. Soit je me disais, je m'accroche à mort, mais ça peut mettre 5 ans ou 10 ans, Mm. et c'est ce qui arrive à la plupart des artistes. Soit je me suis dit, je suis pas sûre que ça soit pour moi. J'ai envie d'être tout de suite dans le concret. J'ai envie de bosser au quotidien. Et l'enregistrement, c'est bien, mais c'est des phases d'enregistrement qui durent pas tout le temps. C'est des phases. T'enregistres souvent le soir, voire la nuit. Donc après, il faut être dans un. Si tu veux garder un cadre, c'était compliqué. Donc voilà. Au bout de 2 ans de travail, je me suis dit, ça y est, je passe à autre chose. C'est pas grave. Ça s'est pas fait et sans regret. Et donc tu penses que c'est quoi qui a bloqué? Enfin qu'est-ce qu'on te reprochait Non, je te dis, je pense que c'était le secteur, le créneau. J'étais sur un créneau jazzy. En France, il n'y avait pas personne qui faisait ça. L'idée, c'était de faire une sorte de Nora Jones à la française. Bah, les maisons de disques ont estimé que les gens n'avaient pas envie d'acheter des albums d'une Nora Jones française. Voilà, enfin, je pense que tu as beaucoup de conseils à nous donner, puisque toi, du coup, une leçon, c'est que voilà, peu importe sa passion, au bout d'un moment, on peut dire stop, je vais passer à autre chose. À quel moment tu penses qu'on arrête d'essayer, en fait?
je sais pas s'il y a un bon moment. Moi, je pense que je te dis, qui a été mon leitmotiv, c'est que j'avais envie d'être dans la vie active. Je ressentais ce besoin Mm. de communiquer, d'être dans la vie, d'avancer, de gagner ma vie, d'être autonome financièrement, très jeune. Et être dans cette zone un peu de latence, ça m'épanouissait pas. Alors que j'étais à deux doigts de toucher mon rêve et de vivre de ma passion. Mm. Mais entre le potentiel et la réalité, il y a un monde. Moi, je savais que mon besoin intrinsèque, c'était d'être active et de m'épanouir à travers une activité quotidienne. Être chez moi, attendre, faire des enregistrements, bah, c'était génial, c'était grisant, mais pas assez pour que ça soit mon quotidien. Donc je sais pas s'il y a une bonne. Je pense qu'il faut se connaître, il faut savoir s'écouter, mais je pense que l'oisiveté tue. Et je pense que une passion c'est bien, mais tout le monde ne peut pas en vivre. Alors il faut aussi savoir délimiter à quel moment on se dit que c'est une passion plaisir et c'est une passion qui est rémunératrice. Si ça épanouit sans être rémunérateur, tant mieux. À ce moment-là, faire un job complémentaire. Mais si on veut vivre de sa passion, bah, il faut qu'on puisse en vivre parce que sinon, je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent pas, s'ils peuvent pas payer leur loyer, mais qui chantent toute la journée. Est-ce que c'est vraiment si grisant que ça? Je sais pas. Ça dépend des personnalités. Et comment tu as fait pour le dire, tu vois, à tes parents, peut-être aux personnes qui t'aidaient à ce moment-là? T'as pas eu peur de leur dire, moi c'est décidé, j'arrête? Ouais, ça a été difficile au début. Mes parents, ils ont beaucoup cru en moi et puis ils ont vu ma passion évoluer toutes ces années. Et puis tu sais, quand tu arrives à la Nouvelle Star, tu termines parmi les finalistes et qu'ensuite, tu as des grands noms de la chanson qui t'accompagnent, bah les gens, ils se disent dans ton entourage, mais ça y est, c'est gagné, c'est incroyable, c'est le Graal. Mais je peux te dire que donc ça a été difficile de le dire à mes parents. Mais en même temps, j'avais des parents chefs d'entreprise qui étaient commerçants, donc ils savaient aussi que j'avais pour passion, pour aspiration, et un truc, le sens du commerce depuis toute petite. Je faisais, quand mes parents avaient des boutiques, je faisais de la vente, je faisais des brocantes depuis que j'étais gamine. Donc, je pense qu'ils savaient aussi que j'avais ce besoin d'être dans le commerce. Donc, ils ont compris. Je pense qu'ils ont trouvé ça assez responsable de ma part, de Ouais. se dire à 20 ans, 22 ans, on quitte un milieu qui pourrait faire rêver toutes les gamines pour finalement retourner dans le dur et entreprendre sans sécurité. Donc, je pense qu'ils ont trouvé ça assez courageux. Ouais, c'est vrai. Tu penses que c'est une expérience qui t'a fait grandir plus vite? C'est une certitude. Ça m'a transformée. J'ai lu un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Je pense qu'on ne peut pas grandir et avancer sans être tombé, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Et moi, j'ai 4 enfants et c'est comme ça que je les éduque aussi. Dans ce livre, il est dit que celui qui a des facilités réussira forcément moins bien que celui qui n'en a pas, parce que celui qui a des difficultés s'accroche, celui qui trébuche, bah, se relève, et en trébuchant et en se relevant, on devient un homme plus fort. Donc la Nouvelle Star, ça m'a permis de travailler des acquis, ça m'a permis de travailler des choses qui étaient plus difficiles pour moi, plus complexes, de me confronter à des gens d'un autre monde. Ça m'a permis de briller et en même temps de retourner dans l'anonymat quasiment instantanément. Donc ça a été difficile. Et donc ça m'a permis de travailler sur moi. C'est une vraie introspection quand tu sors de là. T'es jeune, tu te poses des bonnes questions sur le sens de ta vie. Je savais que le milieu artistique, c'était un milieu qui était difficile et qui pouvait être cruel. Je me suis très vite aussi posé la question si je voulais avoir une vie de femme et de mère. Et pour avoir un cadre familial, la vie d'artiste, c'est un petit peu compliqué. Donc ça a fait partie de mes réflexions et de mes choix. Et je me suis dit que toutes ces décisions, je devais les anticiper parce qu'en fait, c'est aussi pareil dans mon parcours de chef d'entreprise. Aujourd'hui, mes décisions, je les prends avec une vision long terme et pas une vision court terme, que ce soit au niveau des embauches, au niveau de mes réflexions stratégiques. En fait, je me suis vraiment dit, si demain je me vois me marier et faire des enfants, est-ce qu'une vie de saltimbanque à être dans des studios d'enregistrement à 4 heures du matin, même si les rencontres sont incroyables, et aller sur des scènes pour peut-être un jour en vivre, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, et il y a des femmes qui s'épanouissent à travers ça. Mais moi, j'avais ce besoin de structure, ce besoin de m'épanouir aussi par une vie de femme, une vie maritale et maternelle. Donc j'ai combiné les deux. Je garde une passion qui fait de moi la femme que je suis, parce que je peux te dire que les gens qui me regardent au quotidien sur les réseaux sociaux, qui me côtoient dans mon entreprise, peuvent te dire assurément que je suis une artiste, c'est certain. Mais je suis une artiste. C'est comme quand je dis à mes équipes sur le community management, ça sera toujours la créa au service du commercial. Bah moi c'est pareil, je suis artiste au service de l'entrepreneuriat. Ouais, franchement, c'est un super message en tout cas, parce que tu
tu te revendiques comme artiste après l'expérience. Tu vois, tu aurais pu te dire, bon, je mets ça de côté, c'était ma vie d'avant et maintenant tout autre. Et non, je trouve que c'est super intéressant comment t'allies les deux aujourd'hui. Et donc, comment ça s'est passé? T'as toujours été passionnée par le luxe, par la seconde main. Comment ça t'est venu un petit peu entre ta décision d'arrêter et puis de commencer à autre chose? Alors, je vous spoil un peu d'ailleurs parce que je sais pas quand est-ce que paraîtra ce podcast. Bon, t'as une date? Parce que je sais pas si je peux spoiler complètement ou pas. Ça va sortir. Si, ça sort lundi. Ça sort lundi là. Ça sort lundi. Bon, alors je vous fais une petite confidence. Peut-être que j'ai pas le droit de le dire, mais bon, quand même, je vous le dis. Il y a la Nouvelle Star qui m'a rappelé il y a quelques semaines et il va y avoir une émission qui réunit d'anciens candidats pour les 20 ans de la Nouvelle Star. Et je fais partie de cette émission. Ah, félicitations, on a hâte de voir. Ça, c'était assez rigolo de se dire, est-ce que je retourne vivre un truc qui fait plus du tout partie de ma vie? Voilà, je vous dis ni quoi, ni quand, ni comment. Mais en tout cas, j'ai revécu une petite bribe de cette expérience qui m'a fait grandir avec, en étant une toute autre personne. Donc, je l'ai vécu très, très différemment. Ça a été très intéressant. Le tournage a été fait déjà et ça va sortir, je pense, dans les semaines ou mois à venir. Comment ça s'est passé du coup pour toi? T'as dû avoir un mélange de nostalgie. Enfin, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es remontée sur scène? Bah, une adrénaline colossale et en même temps beaucoup moins de pression. Parce que je pense que quand tu as 19 ans et que tu te dis je veux être repéré par quelqu'un pour qu'il en sorte quelque chose, bah, ta vie tient un peu dans les mains de ce qui va se passer. Moi, j'avais pas d'enjeu. J'ai été pour un moment de plaisir. C'était challengeant parce que je chante plus depuis 20 ans. Donc, je chante pour des petits moments familiaux et je sais que j'ai gardé un joli timbre de voix, mais je ne m'exerce pas du tout. Donc, c'était challengeant. J'ai travaillé. J'ai pris quelques cours avant l'enregistrement. En plus, j'ai chanté sur scène avec André qui m'a accompagné au piano. Donc, on a fait une jolie balade. Mais voilà, il y avait pas, j'ai eu un stress dû à la performance parce que je pense que je suis une perfectionniste. Mais après, il y avait pas de réels enjeux. Ce qui a été très différent, c'est de revoir certains candidats qui sont 20 ans plus tard, eux toujours dans le monde de la musique et qui avaient, selon moi, euh, ce, ce besoin de reséduire encore et cette notion de deuxième chance. Genre peut-être que finalement, je vis pas de ma passion ou j'ai pas été repérée comme j'ai pu il y a 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de repasser à la télé devant des millions de téléspectateurs, il va se passer un truc pour moi? Et j'ai senti que pour eux, c'était fort. Mais un peu comme certains entrepreneurs, à un moment donné, vont se présenter devant un juré à la BPI pour pouvoir lever des fonds. Et là où les enjeux sont très forts. Pour moi, je te le dis, ça a été un moment juste génial, mais dénué d'intérêt. Donc c'était encore plus cool. Après, c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, en là, il y a 2-3 semaines, on a reçu une ancienne directrice juridique qui est devenue humoriste. Et elle disait que sur scène, il y avait beaucoup de personnes qui avaient un besoin de se guérir aussi, de plaire. Donc, ça correspond un peu à ce que tu dis. Peut-être aussi, c'est des personnes qui ont autre chose à prouver, pas forcément par rapport à leur passion, mais ils ont besoin de la scène pour exister. Complètement, complètement. Après, moi, je l'ai ressenti aussi. Quand j'étais une jeune adolescente plutôt ronde, à travers mes passions, à travers l'art, à travers après les réseaux sociaux, ça t'aide à te connaître, ça t'aide à t'aimer, le fait que les gens t'aiment, et c'est aussi très traître. Il faut faire attention à ça. Les réseaux sociaux, c'est addictif. C'est addictif pour les gens qui les regardent, mais c'est addictif pour les gens qui se mettent en scène. On voit beaucoup de gens qui font des dépressions, qui sont complètement dépendants au regard de l'autre. Moi, j'ai eu cette chance de créer une communauté, et je dis bien une communauté et non pas des fans, à la différence des artistes. Moi, j'ai une communauté qui me suit, mais sans addiction, qui me suit pour le plaisir de m'écouter, de regarder les stories aujourd'hui, à l'époque de Beverly, aujourd'hui d'une team, d'une équipe Monogramme, soit parce on met en avant de beaux produits, soit parce qu'on est curateur et qu'on va voilà mettre en scène, en lumière des tendances, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce besoin de plaire. Il faut faire attention à cette notion-là et ça peut être parfois extrêmement révélateur de bonnes choses, mais parfois très destructeur. Donc c'est intéressant. Alors, raconte-nous comment tu as décidé de te lancer dans la seconde main et le luxe. Alors du coup, voilà, le luxe, bah, c'est pareil, c'est comme la musique. Je crois que j'avais les pieds dedans quasiment. Je te dis, j'ai commencé à chanter quand j'ai commencé à parler, mais j'ai commencé à mettre des talons quand j'ai commencé à marcher. Donc, et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais une maman pas du tout fashionista. J'avais une grand-mère très élégante que j'admirais beaucoup, enfin même deux grand-mères très élégantes, mais dont une qui d'ailleurs était chef d'entreprise dans la chaussure.
Donc, elle avait un côté très femme fatale, très pouvoir. Elle parlait toujours de ses comptes, de ses boutiques. Donc, c'était assez impressionnant pour moi. C'était à ce genre de femme que je voulais ressembler. Maintenant, c'est vrai que ma mère était plutôt une intellectuelle, euh, sportive, intello, donc pas du tout dans la mode. Mais moi, très frustrée par ça. J'en voulais à ma mère. Je lui disais à chaque rentrée des classes, je veux une nouvelle tenue, je veux une garde-robe, etc. Et je pense que je me suis donné les moyens, en fait, parce que comme mes parents étaient des gens, on venait d'un milieu aisé, mais j'étais pas spécialement gâtée. Ils m'ont tout de suite dit, si tu veux t'offrir des belles choses, il faudra te les offrir toi-même en travaillant. Et donc j'ai très vite fait des petits jobs. J'étais entrepreneur vraiment dans l'âme. Je pense que quand j'avais 14-15 ans, ouais, je devais avoir 14-15 ans, j'ai fait faire des tracts pour faire des massages dans mon immeuble. Bon, alors on n'était pas dans les années 2020 où il y avait des pervers et que c'était dangereux, mais franchement, des gens de mon immeuble ont mordu à l'hameçon et je sais pas, ils me payaient 20 euros à l'époque et je venais faire 1 heure et demie de massage dans mon immeuble. Après, j'ai fait des manucures, j'ai fait des brocantes, je louais des camions quand j'ai eu le permis et à 5 heures du matin, je prenais un camion, j'allais chez les gens, je récupérais les produits. Donc, j'avais ce truc-là en moi, c'est certain. Et la mode et le luxe, c'était mes passions. Je voulais briller aussi par mon apparat. C'était certain. Il y avait quelque chose de digne de la confiance en moi. Je me souviens que je disais à ma mère, je suis toujours plus belle quand je mets un habit neuf. Donc, je voulais m'habiller avec du neuf en permanence. Mais donc, on peut pas s'habiller en neuf tous les jours, alors encore moins en neuf et luxe. Donc, j'ai été vraiment j'ai aiguisé ma curiosité sur tout ce qui était fripe. J'étais une grande consommatrice de mode seconde main déjà des très jeunes, et après un peu fast fashion aussi. Quand H&M a débarqué en France, bon bah c'était le rêve pour moi. Mais donc voilà, consommatrice et de seconde main, mais aussi un peu fast fashion, et j'aimais un peu de façon frénétique acheter. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je voulais toujours acheter plus et que j'étais un peu insatiable, il a fallu que je me mette à vendre pour pouvoir racheter. Parce que moi, il n'y avait pas de portefeuille derrière. Mes parents n'allaient pas me dire, bah tiens, je te redonne, je te redonne, je te redonne. Donc pour pouvoir me racheter de nouvelles choses, et quand j'ai surtout commencé à avoir 18, 19 ans, j'ai voulu m'acheter mes premières chaussures de luxe, mes premiers sacs de luxe. À ce moment-là, il a fallu que je collecte tout ce que je mettais plus et que je le revende. Et j'ai commencé à faire ça à travers les brocantes et après à travers le Bon Coin. Et alors, comment ça s'est passé? Parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de personnes qui faisaient ça. Il y avait beaucoup d'acheteurs. Ça n'existait pas. Mes parents m'ont parlé du Bon Coin. Je vendais déjà un peu sur eBay à l'époque. J'avais trouvé une nana qui vendait sur eBay. Donc, c'est moi qui faisais le sourcing. Je récupérais dans mon réseau familial et je lui donnais. Elle le vendait sur eBay. On était associés sur les bénéfices. Et puis, quand le Bon Coin a démarré, je me suis dit, mais plus besoin d'eBay. Le Bon Coin, c'est exactement la même chose. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai commencé à mettre ces annonces de produits en faisant des petites photos tout simples. Et très vite, j'ai vu l'appétence des gens pour ces produits de luxe. Donc, au début, je vendais plutôt du premium, type Isabelle Marant, Moncler, etc., du Mage, du Sandro. Et très vite, quand j'ai commencé à collecter des produits un peu plus haut de gamme, comme des sacs Fendi vintage de mes tantes, de mes copines, des mères de mes copines, j'ai vu que ça cartonnait. C'est-à-dire que quand je mettais une annonce, j'avais 40 personnes qui voulaient le même produit. Donc je me suis dit, s'il y a 40 personnes qui veulent le même produit, il me faut 40 fois ce produit. Donc du coup, après, je commençais à appeler autour de moi les gens en leur disant, vous avez des sacs Fendi, vous avez des sacs Chanel, vous avez... Et j'ai récupéré. Et en fait, c'est grâce au Bon Coin que j'ai senti l'attraction et que j'ai commencé à réussir à comprendre quel était le sourcing que je voulais. Et très rapidement, j'ai en plus vu, parce que sur le Bon Coin, je faisais des photos portées, mais il n'y avait pas ce côté mise en scène. Donc j'ai monté un compte Facebook, tout simple. Et sur ce compte Facebook, je mettais en parallèle les annonces du Bon Coin sur Facebook. Et en fait, à travers les réseaux sociaux et ce compte Facebook, j'ai commencé à me mettre en scène via des vidéos et des photos portées. Et c'est là que la communauté s'est agrandie parce que les gens ont été hyper friands de mes vidéos, qui étaient de l'ordre du télé-shopping. Mais je pense que mon côté artiste m'a facilité pour m'exprimer sur les réseaux, à me mettre en scène, à être un petit peu communicative et voilà, et avoir voilà, un peu ce que je fais là avec toi, un débit de parole, un peu, tu vois, cette Mm. façon un peu de proximité du parler du produit, plus que j'avais sourcé des beaux produits et au bon prix et que c'était authentique parce que je le garantissais, bah, ça a fonctionné. Donc à ce moment-là, tu avais quel âge? 22 ans, 23 ans. Ouais, donc super jeune. Et comment tu t'es dit, je vais faire ça professionnellement, tu vois, je vais monter, parce que du coup, d'abord, tu as lancé Bylux. Comment ça s'est fait un petit peu l'enchaînement? Je me le suis pas dit, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que du Bon Coin à Facebook, c'est passé quelques mois, puis quelques années. À force de livrer les gens à des portes de périph,
Un jour, mon mari m'a dit, parce que je suis avec mon mari depuis de très très nombreuses années, 17 ans. Et félicitations. Merci. Donc du coup, il était déjà avec moi avant même la Nouvelle Star. Donc il a vécu les années Facebook, les années Le Bon Coin. Et il m'a dit, il faut quand même que tu fasses attention. T'es une jeune fille, une jeune femme, c'est dangereux. Les portes de périph', tu connais pas ces gens. Tu devrais avoir un petit lieu, mais pas à la maison, parce qu'il n'était pas prêt à recevoir n'importe qui chez nous. Tu devrais avoir un petit lieu où tu pourras réceptionner les clientes qui veulent te déposer des trucs et recevoir les gens qui veulent acheter. Donc en vrai, un dépôt-vente. Et j'ai trouvé un petit local, une arrière-salle dans une salle de sport. Une jeune fille qui m'a fait confiance, une femme qui m'a fait confiance et qui m'a prêté sa boutique. Et j'ai commencé à exposer mes quelques pièces et à recevoir les dépôts. Et ça a été une première étape de professionnalisation. J'étais à cette époque-là auto-entrepreneur. Et en fait, ma banque m'a appelé un jour en me disant bonjour mademoiselle, vous êtes auto-entrepreneur depuis tant de temps. Bah là, il va falloir monter une entreprise parce que vous avez dépassé les plafonds largement. Je m'étais pas rendu compte. En fait, j'étais pas du tout gestionnaire. Je savais que je gagnais de l'argent, je l'encaissais, mais je ne tenais pas de compte, j'étais incapable de dire combien de chiffre d'affaires j'avais généré sur l'année, je ne pilotais pas les marges, donc j'avais pas de comptable, enfin. Et du coup, quand ils m'ont alerté, ils m'ont dit, il va falloir monter une entreprise, vous avez dépassé les plafonds. Je me suis dit, bon, bah d'accord. Donc j'ai monté une société avec un comptable dans la famille. Et après, du coup, j'ai cherché à me professionnaliser. Ouais, c'est incroyable. En fait, ça s'est fait sans même que tu t'en rendes compte, ouais. Ouais, et puis même le reste de l'aventure, il y a eu un vrai. Les showrooms se sont succédés, donc je sentais bien que j'étais dans un secteur porteur et que c'était en train de grandir. Mais entre ce showroom toute seule de 9 mètres carrés, plus un autre showroom toute seule de 30, plus un deuxième de 60 avec deux trois personnes, plus un de 90, plus un de 150, plus 10 personnes, plus 15. Et hier, on a fait notre soirée d'équipe, on était 44. Bah en fait, c'est arrivé en 2 secondes, quoi. Alors, il s'est passé 10 ans, mais je les ai pas vus passer. Ce que j'ai réellement vu, c'est l'arrivée du Covid, parce qu'il y a eu une transformation où à un moment donné, je me suis dit, j'ai démarré retail à mort. Je faisais des ventes au début dans ma voiture et puis après dans un showroom et puis voilà, c'était de la vente. Pour moi, c'était du commerce. Et puis avec le Covid, même si depuis de nombreuses années, j'étais très digitale dans ma communication, l'expérience by Lux et l'expérience monogramme, in fine, n'était pas digitale puisqu'il n'y avait pas de site e-commerce. J'ai créé à un moment donné un site vitrine qui était vraiment un petit site vitrine grâce à la connaissance de Pierre-Paul Jacques qui m'ont incité à le faire. Mais on faisait 2-3 ventes par jour sur le site. Jusqu'au Covid, où à un moment donné, la tendance s'est inversée. Les gens, la communauté s'est agrandie. Les gens ont commencé à être fidèles sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux eux-mêmes ont commencé à créer des passations entre les comptes Insta, Facebook et les sites e-commerce avec des shops Insta. À ce moment-là, je me suis dit, il y a un vrai truc à faire. Les gens n'ont plus cette possibilité de venir en boutique. Moins, il faut qu'on soit aussi performant en boutique qu'on le soit sur le site. Et à ce moment-là, on a concentré notre temps à digitaliser l'entreprise. J'ai embauché. Et c'est à ce moment-là que j'ai embauché des postes pertinents parce que je savais que j'avais, en tant qu'autodidacte, plein de choses, du feeling lors de la communication. Aujourd'hui, on pourrait dire que j'ai fait du marketing, j'en ai pas fait particulièrement, mais j'avais beaucoup de feeling là-dessus. J'ai fait du commerce, mais j'ai pas fait d'école de commerce. Donc, en vrai, beaucoup de facilité, mais après de là à structurer une boîte et à la développer, il fallait se faire accompagner. Et j'ai tout de suite, à un moment donné, dit, j'ai atteint mes limites, je veux apprendre, donc je me suis fait former, et surtout, j'ai embauché des personnes performantes, notamment notre directrice générale qui est en poste depuis un peu plus d'1 an et demi, et qui a structuré la boîte et qui a fait que le monogramme est devenu ce que c'est en train de devenir. Et pour revenir un peu au début, t'as pas eu peur de vendre des objets de luxe, tu vois je me dis quand t'as une vingtaine d'années, tu vas voir des gens que tu connais pas vraiment, tu leur vends des sacs à 5-10 000 euros. Si t'es pas stressant, t'as pas peur de tomber sur des personnes bizarres ou tu vois un peu. Si, c'est pour ça que je te dis que mon mari très rapidement m'a dit il faut aller arrêter de faire du porte-à-porte, récupérer des produits. Comme je te le disais, je l'ai fait dans un milieu familial et amical, donc c'était facile. C'était un réseau CSP+, parisien, j'avais pas d'inquiétude. Par contre, à la vente, oui, il m'est arrivé en pleine soirée, me retrouver devant un arrêt de bus avec un sac Chanel à je sais pas combien de milliers d'euros, de devoir le donner à quelqu'un que je connais pas et de me dire je suis une malade mentale, il va partir en courant et je vais me faire avoir. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à créer des boutiques pour sécuriser. La notion de sécurité, elle a été rapidement intégrée. Voilà, ces 10 dernières années, l'insécurité en France, elle a été vraiment mise en avant. Donc cette notion-là,
j'en ai quand même pris conscience assez tôt. Et comment tu t'es organisée en boutique? Tu avais des personnes qui surveillaient un peu ou... Alors, je n'avais pas de boutique. La première boutique vient d'ouvrir. Le showroom, c'était quelque chose qui a été conçu justement avec ces problèmes de sécurisation. D'abord, on recevait que sur rendez-vous, une personne avec une personne, et on avait toujours eu des sas de sécurité, des caméras partout. On a vraiment travaillé cette sécurisation du produit. Donc aujourd'hui, donc c'est Monogramme, donc tu es passé de Bylux à Monogramme. Donc ça a grandi depuis 10 ans. Alors comme tu disais, c'est énorme, tu as plus de 40 employés. Tu as ta première boutique depuis décembre, c'est récent, avenue Victor Hugo dans le 16e. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout le rebranding que tu as fait avec Monogramme, ta boutique, comment ça s'est passé? Donc tu dis que ça a été un élément déclencheur du Covid en fait? Oui. Au moment du Covid, on a fait donc ce qu'on appelle un rebranding. En fait, effectivement, la digitalisation nous a poussé à nous poser les bonnes questions et à nous dire est-ce que Bylux, ça correspond toujours à l'ADN de l'entreprise et à ce qu'on veut véhiculer. Et en fait, Bylux, pour moi, c'était vraiment en corrélation avec ces années après Nouvelle Star, ce côté très proximité avec la communauté, mais quelque chose de plus réseau, plus parisien. J'avais envie d'exporter tout ça. Et pour moi, il fallait, pour vendre du luxe, ne pas s'appeler Bylux parce que c'était trop évident. Et du coup, je me suis dit, les grosses boîtes s'appellent par des noms qui ne veulent rien dire. Alors moi, je voulais pas forcément être dans un nom qui ne voulait rien dire. Je voulais que ça parle à l'intelligence collective, ça parle aux modeuses. Donc, je voulais quelque chose de subjectif et de luxe sans que ça soit trop direct. Donc, voilà. Après quelques discussions avec l'équipe qui était là en place, on a décrété que le monogramme était vraiment la déclinaison de logo des plus grandes marques de luxe et que ça correspondait très bien à l'ADN, puisque ça faisait référence vraiment au luxe première et seconde main. Et du coup, on l'a appelé monogramme avec un seul M, puisque c'est le monogramme en anglais et en français. Du coup, c'était international aussi et ça correspondait bien. Et alors, tu as ouvert une boutique, donc c'est en même temps un concept store parce que tu as boutique, atelier de rénovation, service d'authentification. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as fait le choix d'avoir une boutique avec autant de concepts plutôt qu'une boutique plus classique? Écoute, je pouvais pas penser que j'allais ouvrir une boutique parce que comme je te le dis, depuis quelques années, 3-4 ans, on tend à se digitaliser à fond. Ouais. Donc, je pouvais pas penser que j'allais ouvrir un flagship. Les showrooms nous convenaient très bien. Et puis finalement, la notoriété de la marque, la façon dont elle a rayonné ces 2 dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde qui nous ont dit mais où c'est? Pourquoi c'est sur rendez-vous? On a envie de venir et c'est pas ouvert le week-end. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui manque. On est très, très conceptuel et on est très différent dans nos codes des dépôts-ventes classiques. On a quand même, depuis 10 ans, bousculé les codes de la seconde main, notamment par notre communication. Les produits, on les montre un peu comme des influenceuses, complètement différents dans le wording parce qu'on est très professionnel, mais on vient apporter de la confiance, de la transparence, un côté backstage d'équipe qui plaît beaucoup. Moi, je me mets en avant. Donc, ça, c'est vraiment dépoussiérer les codes, puisque les quelques acteurs de la seconde main de luxe en France, comme Vestiaire Collective ou Collector Square, n'ont pas du tout cette proximité, ni même de communauté qui pourrait ressembler à Monogramme. Et donc, dans l'expérience, je voulais vraiment que tout soit 360, tout soit un vrai, ce rayonnement qu'on avait à travers les réseaux sociaux et à travers la presse et à travers le site, je voulais qu'il existe aussi à travers nos points de vente. On a commencé à s'exporter cette année, d'abord par des boutiques multimarques, notamment Kiss, qui est un concept store à Paris, mais aussi à Miami, à New York, qui font des achats chez nous et qui mettent en avant des produits de Monogramme. On est aux Galeries Lafayette depuis 1 an et demi, donc on a côtoyé une clientèle internationale qui nous a découvert aussi. Et donc tout ça, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions. Et je me suis dit, quitte à faire une boutique, il faut qu'elle soit pointue, branchée, qu'elle ne ressemble à rien. Et donc surtout pas à ce qu'on était déjà. Parce que ce qu'on était, c'était un showroom parisien avec un ADN luxe, un peu haussmannien, mais un peu plus traditionnel, un peu élégant. Mais je ne voulais pas être ça. À travers mes voyages, parce qu'on a ouvert aussi l'année dernière plusieurs pop-up à travers le monde, notamment à Los Angeles et à New York. À travers ces voyages, j'ai pu faire une veille concurrentielle et découvrir beaucoup de points de vente, notamment à New York, où j'ai fait le tour vraiment de l'Upper East Side, l'Upper West Side, de tout ça, où j'ai pu voir des boutiques extraordinaires de luxe de seconde main. Ça m'a beaucoup appris et donc j'ai aiguisé mon concept. Et l'idée, c'était de devenir une sorte de Colette de la seconde main. Un concept mettant en lumière notre offre, une offre qui soit et en même temps des produits de luxe accessibles et des iconiques qui nous ressemblent, et en même temps une offre vintage pointue. Tout ça à travers un setup beaucoup plus branché, à travers les matières, à travers des visuels beaucoup plus graphiques. J'ai notamment été vachement inspirée par les boutiques Jacquemus qui ont été faites ces dernières années. Donc on a vraiment mélangé tout ça
pour obtenir une expérience autour de la seconde main. Donc quand la cliente rentre à Victor Hugo dans notre concept store, il y a peu de chances si elle nous connaît pas, il y a peu de chances qu'elle pense que c'est une boutique de seconde main. Elle va plutôt penser que c'est un concept store de produits neufs parce que les produits sont très bien sélectionnés et très bien entretenus. Et ensuite, elle va vivre une expérience à travers un parcours, que ça soit musical, que ça soit à travers des écrans qui vous éduquent, à travers aussi les investissements qu'on peut faire sur le marché de la première et de la deuxième main avec les décodes. Il y a plein de choses. On s'est amusé. On a joué le côté ludique, un peu fête foraine avec je vous enverrai volontiers des visuels pour vous montrer qu'on a mis des écrans un petit peu partout. On a été chiné en seconde main des distributeurs de friandises qui sont devenus des distributeurs d'accessoires. On a un monte-charge qui fait qu'on peut commander son produit et qui vient du sous-sol pour être amené au premier étage. Enfin, vraiment, c'est hyper ludique. Super sympa. En tout cas, ça donne envie d'aller. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous donner l'adresse pour les auditeurs parisiens? C'est 14 avenue Victor Hugo. Donc, dans le 16e. Alors, comment tu t'es sentie le premier jour où tu as ouvert ta boutique? Pour le coup, très stressée parce que c'était un vrai enjeu, mais tellement bien accueilli par une clientèle en fait qui était déjà la nôtre. Parce que le Paris 16e, c'est le premier showroom que j'ai ouvert il y a 15 ans, avenue Foch et puis après avenue Kléber. Donc la clientèle parisienne 16e me connaît bien. Et puis notre clientèle de showroom est tout de suite venue en boutique. Ensuite, une vraie fierté parce que c'est un produit qui s'est monté en presque un an de travail à base de mood board, à base de réflexion jour et nuit, soir et week-end. Et en fait, voir mis en lumière un tel projet, quasiment à la virgule près de ce qu'on avait prévu, c'était très émouvant et j'étais très fière de concrétiser ce projet-là. Ouais, c'est incroyable, surtout que ça s'est fait, c'est assez rapide hein, comme succès quand on voit de comment tu as commencé en fait. Et donc aujourd'hui, t'es à 9 millions de chiffre d'affaires en 2022, plus de 40 employés. Quelles sont tes recettes pour le succès tu vois, pour les auditrices qui ont envie de monter leur boîte, qui sont mamans comme toi, quels conseils tu donnerais? Après, je pense que je suis une passionnée. Donc ça s'acquiert nulle part. C'est un truc, c'est en toi, tu l'as pas, peu importe ce que tu fais. Je pense que les gens qui sont passionnés, ils ont une capacité à réussir et à se donner les moyens qui est supérieure à ceux qui ne le sont pas. Et la passion, c'est pas le travail, c'est la passion. La passion, c'est un truc qu'il y a dans ton cœur, dans tes tripes, où en fait, quand tu te lèves le matin, même épuisé, et là aujourd'hui, par exemple, moi, je suis rarement malade, je touche du bois. J'ai une crève de malade. Mais peu de gens auraient pu se lever avec la crève que j'ai. Alors peut-être que ça se voit pas, ça s'entend pas. J'ai tiré les cheveux, j'ai mis du make-up, je me pose pas beaucoup de questions. Mais en fait, ça, c'est la passion. C'est pouvoir outrepasser ta fatigue, pouvoir outrepasser tout ce qui t'arrive. Et je te dis, les vertus de l'échec, elles sont colossales. J'ai connu à travers Monogramme ces 10 dernières années, évidemment des échecs, évidemment des complications. Beaucoup de choses qui m'ont fait grandir. On a eu 50 000 épreuves. Mais aujourd'hui, voilà, la passion, en tout cas, devenir entrepreneur quand à la base on a une passion, je pense que c'est déjà faire 50% du job. Ensuite, la capacité de s'investir et ce travail. Moi aujourd'hui, oui, j'ai 4 enfants et oui, je m'en occupe sûrement pas assez. Alors après, je privilégie la qualité à la quantité. Donc j'espère et je crois que c'est des enfants qui sont heureux, épanouis et avec un bon cadre. Et quand on a un bon cadre, je pense qu'on est heureux. Alors ils me sollicitent, hein, mais je pense que je suis aussi un bon exemple de maman, un bon exemple pour eux en règle générale de quelqu'un qui va au bout des sujets, s'investit, lâche pas les choses. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai su m'entourer. Je pense que savoir s'entourer et déléguer aussi, ça n'a pas été facile parce que tu te doutes bien que quand tu démarres une aventure tout seul, tu fais tous les corps de métier toi-même. Donc moi, j'ai fait la photo de tout Bailux pendant des années, les descriptifs des produits, je faisais moi-même le service client, je faisais moi-même les livraisons, jusqu'au jour où finalement, tu as un service client, tu as des chauffeurs, tu as des livreurs, tu as des ramasseurs de DHL, tu as des comptables, tu as des DAF, et tu fais un peu moins le job toi-même. Mais savoir s'entourer et déléguer, c'est aussi une des qualités qu'il faut en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, la passion, le travail acharné, l'écoute d'un marché et savoir s'entourer pour pouvoir apprendre des autres délégués. Donc effectivement, ça fait qu'aujourd'hui, on termine cette année 2022 à 9,3 millions de chiffre d'affaires avec une croissance de plus de 40%, avec des enjeux qui sont énormes, des ambitions qui sont énormes pour 2023, avec une potentielle levée de fonds dans les mois, voire semaines à venir. Voilà, on travaille là-dessus depuis quelques mois déjà. Et donc avec ces fonds qui arriveront bientôt, je l'espère, on va pouvoir aussi accélérer notre croissance et se dire qu'on va
embaucher les bonnes personnes, se développer, devenir leader du marché français et européen et peut-être à l'international d'ici quelques années, travailler sur l'IT, donc toute la partie tech qu'on n'avait pas. Forcément, je n'ai pas c'était pas mon business model à la base. Donc, je rattrape un peu. Pour rattraper, ça coûte cher. Il faut s'investir vite. On va être sur des sujets de blockchain, de métaverse, qui vont nous permettre aussi de prendre un nouveau virage. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Ouais, c'est bien, tu as plein de projets. Ce serait quoi ton plus grand rêve pour Monogramme, justement? Vraiment d'être leader sur le marché de la seconde main en France et en Europe déjà d'ici quelques années, de pouvoir ouvrir des concept stores là, Monogramme Lab, ce qu'on a créé à Paris. J'aimerais pouvoir le voir rayonner dans d'autres endroits à travers le monde, des marchés très matures qu'on a pu identifier comme Casablanca, Dubaï, Tel Aviv, les UK, de continuer pour moi, le vrai bonheur, le rêve absolu, ça serait de continuer à croître tout en fidélisant ma communauté, en étant aussi transparent et en fidélisant autant en gardant le même ADN. Donc, c'est vraiment un enjeu, c'est de grossir sans perdre ce qu'on est réellement. Et pour moi, et pour mes équipes, et pour la communauté. Ça, c'est un vrai enjeu. Parce que plus tu grossis, forcément, parfois tu baisses un peu en qualité d'exécution, parfois tu perds un peu ta priorisation sur certains sujets. Et moi, je veux qu'on se dise que les clientes qui ont commencé il y a 15 ans avec moi à acheter, il y en a beaucoup qui sont encore clientes chez nous, elles se disent, c'est pas parce que ça a grossi qu'on se sent pas toujours être aussi bien entouré, choyé, servi que à l'époque où il y avait 5 clientes et 2 nanas qui s'occupaient de nous. Et justement, tu disais que tu avais eu des difficultés. À quel moment tu t'es dit, bon, cette difficulté, c'est pas grave, je la surmonte parce que j'ai envie de continuer avec Bailux à l'époque. Ce que je veux dire, c'est comment tu t'es dit, je vais pas changer pour passer à autre chose comme tu l'avais fait pour Nouvelle Star, tu vois? Et comment on peut faire la distinction entre une difficulté où on s'arrête et une difficulté où faut continuer et avancer? C'est vrai que Monogramme, Bailux, j'ai les pieds dedans depuis une grosse dizaine d'années. Quand il y a une difficulté, souvent on s'écoute pas soi-même, on pose des questions aux autres. Moi, j'ai essayé de pas avoir de doute. Mon mari qui a vu l'entreprise évoluer m'a beaucoup conseillé aussi, a pu me dire ça fait partie de la vie d'un entrepreneur d'avoir des doutes et d'avoir à un moment donné des difficultés et il faut que tu t'accroches. Et c'est comme tout et c'est aussi ce que j'apprends à mes collaborateurs ou alors à mes enfants, c'est que plus les difficultés sont grandes, plus le mérite sera immense et plus le plaisir sera grand. Donc en fait, moi à travers Monogramme, on a pu avoir des trucs que j'ai pas maîtrisés parce que c'était pas mon cœur de métier à la base, comme la finance. On a eu, et ça, beaucoup d'entreprises en ont, un contrôle fiscal. Quand ça m'est tombé dessus, j'ai rigolé, j'ai dit ah ok, c'est quoi? Et puis tout à coup, quand on vient éplucher vos comptes et que finalement ces comptes, sans aucune volonté de mal faire, vous avez mal fait parce que forcément vous n'avez pas en tête les bons automatismes. Et vous dites à quelqu'un mais j'ai pas du tout fait exprès, enfin je ne savais pas. Et là on vous dit fallait savoir. Et du coup, c'est à ce moment-là que je dis, ok, il va y avoir une douloureuse, je vais apprendre, ça va faire mal, mais par contre, à partir d'aujourd'hui, je veux tout savoir. Et c'est là où, en fait, il y a eu aussi d'autres étapes à l'entrepreneuriat, c'est que je me suis dit, ce que je connais pas, je veux le comprendre, et ce que j'ai compris maintenant, je veux le mettre en place. Et toutes ces épreuves-là m'ont fait grandir et m'ont fait devenir la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas une seule bribe de mon entreprise quasiment que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Même si je la maîtrise pas à 100%, je m'y intéresse. J'ai des gens dans mon équipe qui me disent faut que tu apprennes à lâcher parce que je suis en copie quasiment de tous les mails de la boîte. Je gère encore un peu le service client. Je regarde l'Instagram et les messages de l'Instagram peut-être 10 fois par jour. En fait, je veux avoir encore un contrôle dessus, mais ça me permet de comprendre vraiment les rouages de l'entreprise, de comprendre les problématiques des collaborateurs et les problématiques des clients, et ça me permet du coup d'anticiper. C'est vrai que c'est difficile parce qu'en même temps, il faut déléguer, mais en même temps, c'est ta boîte à toi et ça sera, je veux dire, personne ne s'en occupe aussi bien que toi puisque c'est ta boîte, c'est pas celle des autres, quoi. Donc c'est assez difficile ce juste milieu entre faut déléguer et en même temps personne ne prendra autant à cœur que toi, donc faut quand même. Moi je dis souvent maintenant, c'est que la bienveillance n'exclut pas l'exigence et que le fait de déléguer n'exclut pas non plus le contrôle. Donc en fait, il faut juste savoir doser. Aujourd'hui, moi je fais confiance à mes équipes, je vais recruter des gens performants. Ça n'exclut pas que je vais contrôler, regarder, me faire confiance et rester un manager bienveillant sans faire de l'ingérence. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais à n'importe quel moment? Digitaliser beaucoup plus vite. Je regrette pas d'avoir été retail autant d'années parce que ça fait partie de nos forces. Je pense qu'on est vraiment une entreprise digitale et que après le Covid, les gens sont revenus à des valeurs physiques aussi, notamment sur la partie seconde main. On a une vraie notion d'authenticité, de réassurance pour le client.
Donc, je suis ravie d'avoir ces forces-là qu'ont pas certains de mes concurrents. Je pense qu'on serait 3 fois plus gros aujourd'hui si on avait digitalisé avant. Ouais. C'est vrai que ce qui est intéressant avec Monogramme, c'est que, en fait, on a ton image et ton visage. Et en fait, on a l'impression que c'est comme si c'était des sacs à toi de seconde main et tu les revendais. Alors que sur les autres plateformes, on a plus le côté, on ne sait pas trop qui nous le vend. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je pense que c'est tout le travail que tu as fait pendant des années qui a donné aussi cette force. Je vais forcément, à un moment donné, mettre d'autres visages en scène. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai recruté une jeune fille récemment pour le pôle community management qui va prendre le relais sur certaines stories. Et c'est une artiste, c'est une chanteuse. Et du coup, ça a fait partie enfin voilà, c'est comme ça aussi que j'ai été séduite par son profil, puisqu'une très bonne gestion des réseaux sociaux, une bonne connaissance, mais un profil d'artiste. Et du coup, quand je la manage aujourd'hui pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, je lui parle avec des codes qui me parlent à moi et qui lui parlent à elle. Je lui parle de stylisme, mais aussi de costume quand je lui parle. Et c'est des termes que j'utiliserai pas. Forcément, je lui parle de mise en scène, je lui parle de ton, je lui parle de respiration diaphragmatique. Mais en fait, c'est des choses que je pourrais pas dire à n'importe qui. Et en fait, cette jeune femme, je vois son potentiel et je sais que c'est une fille qui va pouvoir fidéliser la communauté parce qu'elle a ce pouvoir aussi d'être artiste et à travers son wording, à travers ses paroles et à travers l'accompagnement qu'on aura sur le style, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment fidéliser l'audience. Ouais, c'est super intéressant puisque on voit tout ce que tu as fait avec ta reconversion en fait et à quel point c'est important pour toi. Alors, dernière question justement, c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, c'est le fait d'être épanoui dans son nouveau visage, dans son nouveau là où on a mis les pieds, c'est de se dire j'ai viré et à un moment donné, je suis à ma place. Je pense que ces dernières années, on a vu beaucoup d'émissions à la télé de gens qui étaient justement avant le Covid, des avocats, des comptables et qui tout à coup sont partis à la campagne pour faire planter des épis de blé. Moi, je me dis quoi? Je me dis qu'il y a des gens qui ont juste revu leurs priorités, qui ont juste revu leurs besoins, leurs aspirations, juste pour être mieux dans leur peau. Et il y en a qui ont des envies de briller, il y en a qui ont envie de gagner de l'argent, il y en a juste qui ont envie d'être bien dans leur peau. Je pense que vraiment, le leitmotiv d'une reconversion et une reconversion réussie, c'est de se dire, je suis bien là où je suis, j'assume mon choix et j'ai bien fait de le faire. Ce qui est génial dans ta reconversion, c'est que tu vas être à nouveau chanteuse. Du coup, tu as continué en fait à mêler les deux. Et ça, je trouve que c'est un beau message, c'est que on peut changer de voie sans pour autant renier sa première vie. Et je pense que de toute façon, on change pas qui on est réellement. Ça nous marque. Il y a des gens qui peuvent faire une reconversion avec quelque chose de 360. Ça restera une brique de leur personnalité qui fera qu'à un moment donné de leur vie, à travers leurs rencontres, à travers comment ils vont élever leurs enfants, qui ils ont été dans ce parcours précédent, va les forger et va faire que à un moment donné, ça reviendra. Moi, je suis artiste, je peux pas le renier. Et c'est pas parce que je chante pas ou que je gagne pas ma vie avec la chanson qu'aujourd'hui, mon côté artiste ne m'épanouit pas à travers les réseaux sociaux, à travers aujourd'hui, il n'y a pas une seule de nos soirées d'équipe où je chante pas, je danse pas. Les gens le ressentent et moi-même, je sais que je suis une chef d'entreprise créative et artiste au fond de moi. Ouais. En tout cas, c'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Je mettrai tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Un grand merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. Retrouvez toutes les informations sur les accompagnements possibles pour s'installer en Aveyron sur www.viens-vivre-en-aveyron.fr. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.